Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille, en famille. En famille, toujours. Oui. Alors, quoi de neuf ce matin? On va revenir sur la RDC où Félix Tshisekedi pousse petit à petit ses pions en vue de reprendre en main, si tu veux, l'échiquier politique national, notamment sur le plan des réformes qu'il a envie d'impulser. Pour cela, il a besoin d'un soutien au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'à l'issue des élections de décembre 2018, le FCC, le Front commun pour le Congo, qui est la coalition qui rassemble l'ensemble des partis proches de l'ancien président Joseph Kabila, revendiquait une majorité de 300 députés sur les 500 que compte l'Assemblée nationale de la RDC. Et donc jeudi dernier, une motion de censure avait été déposée contre le bureau de Janine Labunda, qui était jusqu'à jeudi la toute puissante présidente de l'Assemblée nationale congolaise, et qui était considérée comme l'une des proches, qui est considérée comme l'une des véritables proches alliés politiques de Joseph Kabila. Et donc, au cours d'une session extraordinaire qui a eu lieu jeudi dernier, 281 députés contre 200 ont voté pour la destitution du bureau présidé par Janine Mabunda. Alors, donc, ce qui veut dire que la chute de ce bureau-là va permettre à Félix Tshisekedi de véritablement maintenant discuter sur la mise en œuvre d'une nouvelle majorité parlementaire, parce que la majorité sortante ne lui permettait pas, selon ses propres dires, de véritablement impulser les réformes qu'il souhaitait mettre en œuvre, et réformes pour lesquelles il estime avoir été élu. Et donc, du fait que, évidemment, Joseph Kabila et lui ne s'entendaient plus sur, évidemment, la direction à donner à la gestion de la République démocratique du Congo, a poussé Félix Tshisekedi unilatéralement la semaine dernière à décider de mettre un terme à la coalition ou à l'accord politique, même si on ne connaît pas encore les contours de cet accord politique-là qu'il avait signé avec Joseph Kabila. Mais néanmoins, il a annoncé la semaine dernière, il y a une semaine exactement, qu'il se retirait unilatéralement de cet accord politique et qu'il avait l'intention de dégager une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, faute de quoi il se verrait dans l'obligation de dissoudre la chambre basse du Parlement congolais. Et donc, avec cette chute de Janine Mabunda, c'est évidemment une importante victoire, mais évidemment, il a remporté une bataille, il n'a pas encore remporté la guerre, parce qu'il reste à discuter avec l'ensemble des partis représentés au sein de l'Assemblée nationale, y compris les partis qui font partie de la coalition FCC, Front commun pour le Congo, parce qu'il faudra bien convaincre certains de ces partis-là à rejoindre cette nouvelle majorité que Félix Tshisekedi voudrait dessiner et qu'il a déjà surnommée l'Union sacrée. Et donc, convaincre les députés de quitter notamment la coalition du FCC ou d'autres coalitions qui ne sont pas dans celle du CACH, qui est le Cap pour le changement, qui est la coalition des partis qui sont pro-Félix Tshisekedi, et donc essayer de rassembler un maximum de députés, quel que soit leur horizon politique, reste évidemment un autre cheval de bataille. Il n'est pas dit que ce sera forcément aisé de le faire pour lui, parce qu'il faut savoir que déjà, il faut bien comprendre que le porte-parole du FCC, le Front commun pour le Congo, a d'ores et déjà fait savoir que, évidemment, cette sortie unilatérale de l'accord passé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila était illégale, et que le Front commun pour le Congo mettrait tout en œuvre pour empêcher, évidemment, à Félix Tshisekedi de ne pas respecter ses engagements politiques vis-à-vis du Front commun pour le Congo. Mais évidemment, ils estiment aussi que en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, si évidemment Félix Tshisekedi allait jusqu'à cette décision-là, cela serait également considéré comme étant une attaque et une violation, une fois de plus, de cet accord, et qu'il considérait donc à ce titre que toute dissolution venant de la part de Félix Tshisekedi serait illégale. Mais il faut bien comprendre que, évidemment, ça ce ne sont que des diatribes sur le plan purement politique, mais il faut savoir que l'objectif pour Félix Tshisekedi, pour pouvoir mettre en œuvre ces réformes, il lui faut deux choses. Un, la majorité parlementaire. Deux, la majorité au sein du gouvernement. Et donc, le système constitutionnel congolais est clair.
la majorité gouvernementale, le Premier ministre dépend de la majorité au sein du Parlement. Donc en faisant tomber le bureau de l'Assemblée nationale, il va avoir comme deuxième objectif de dessiner une majorité qui lui soit favorable pour ensuite faire tomber le gouvernement et mettre en place une équipe gouvernementale qui soit plus conforme à ses souhaits et dont les personnalités, selon lui, seraient à même de véritablement mettre en œuvre les réformes pour lesquelles il a été élu et qu'il souhaite véritablement mettre en place. Mais ça, évidemment, ce sont d'autres étapes dont l'aboutissement n'est pas acquis d'avance, parce que je le dis, Joseph Kabila est en train de rebattre ses cartes, il est en train de rameuter ses troupes pour évidemment empêcher que la coalition, que la majorité parlementaire qu'il a acquise lors des élections de décembre dernier ne vole en éclats. Et puis, il faut aussi prévoir un plan B. Il faut également mobiliser les équipes sur le terrain en cas de dissolution du Parlement pour essayer de remporter une nouvelle fois cette majorité parlementaire en cas d'organisation d'élections anticipées au cours de l'année 2021. Donc, ce sont sur ces deux points-là, même si Joseph Kabila ne s'est encore pas exprimé personnellement et de manière officielle sur cette question. On sait que le week-end dernier, il se trouvait dans la province du Lualaba. C'est la province qui est au nord-est du pays, qui a pour capitale Kolwezi. Et là-bas, Kolwezi est considéré comme la capitale mondiale du cobalt. Et évidemment, il est venu dans cette province-là pour discuter non seulement avec les autorités locales, mais également avec un certain nombre d'acteurs politiques locaux. Mais au cours d'un meeting qu'il a justement animé à l'occasion de son arrivée dans la province de Lualaba, il n'a évidemment fait à aucun moment allusion à la décision de Félix Tshisekedi de se retirer de l'accord politique qu'ils avaient ensemble et à la chute de sa proche collaboratrice Janine Mabunda de la tête de l'Assemblée nationale. Mais il est clair que, évidemment, il a dit qu'il devrait s'exprimer dans les jours ou les semaines qui viennent, et il est clair que les mots qu'il dira par rapport à la situation du Congo seront extrêmement écoutés, analysés, commentés, aussi bien par la presse nationale qu'internationale, parce qu'évidemment, on est inquiet pour ce qui se passe au Congo. Il faut savoir que cette crise-là est une nouvelle crise, encore une énième crise que traverse ce pays, après la crise notamment de la tentative du troisième mandat de Joseph Kabila, qui pendant 2 ans aura véritablement amené le pays au bord de la guerre civile. Puis on pensait qu'avec l'élection de Félix Tshisekedi et cette première transition pacifique d'un pouvoir à la tête de la RDC, que le Congo certainement avait pris un pas important vers la stabilité. Il n'en est pas. On en est de moins en moins confiant. On en est de moins en moins confiant aujourd'hui, parce que on considère que cette crise politique là pourrait encore une fois de plus faire basculer le pays, notamment dans la violence politique. Et il faut savoir que la RDC, vu sa taille et vu son positionnement géographique en Afrique, c'est un pays que la communauté internationale scrute de très près. Mais pour Félix Tshisekedi, évidemment, c'est une bonne victoire pour lui, c'est une bataille qu'il a remportée. Reste pour lui maintenant à mettre en place une nouvelle coalition à l'Assemblée nationale et faire tomber le gouvernement. Ça, évidemment, ce n'est pas encore acquis d'avance, parce qu'en face, il y a un Joseph Kabila qui n'a absolument pas l'intention de baisser les bras et de lui donner de manière aisée comme ça et facile cette majorité qu'il a chèrement acquise lors des élections de décembre dernier. Merci Jean-Paul. Jean-Paul, la situation de Trump, on est au 14 décembre. Oui, à 14h30 heure locale, les 538 grands électeurs vont évidemment désigner le 46e président des États-Unis. Il ne fait aucun doute que ce sera Joe Biden qui sera désigné. Pourquoi ? Parce que le Texas avait déposé un recours auprès du Conseil de la Cour suprême pour invalider les élections dans 4 État clé. Ça a été rejeté par la Cour suprême. Il y a également l'équipe républicaine de Trump en Pennsylvanie qui avait voulu également saisir la Cour suprême pour qu'elle invalide tous les bulletins de vote qui ont été transmis par voie postale. Évidemment, la Cour suprême a refusé de se saisir même de cette requête-là. Et donc, il est clair qu'en plus de tous les recours, à peu près une cinquantaine qui ont été déposés par les différentes équipes de Donald Trump dans les États clés n'ont toutes pas abouti, il est clair qu'aujourd'hui, c'est
le dernier jour, c'est la dernière étape. Mais n'en déplaise qu'à, malheureusement, dans l'histoire des États-Unis, c'est quelque chose d'assez inédit qui va se produire parce que on le sait déjà, Donald Trump a l'intention de ne pas faciliter l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Il a décidé que pour les quelques jours qui vont lui rester à la tête de la Maison-Blanche, eh bien, il va essayer au maximum de poser un certain nombre d'actes qui vont soit empêcher que Joe Biden ne puisse revenir sur certaines des décisions qu'il a prises, ou bien qui pousse Joe Biden à être dans une situation, qui soit dans une situation où il ne soit pas en mesure de pouvoir changer les décisions de Donald Trump. On sait par exemple que l'assassinat le 27 novembre dernier de l'éminent scientifique iranien Mohsen Faridazeh avait été évidemment validé par Donald Trump. On sait que les Iraniens accusent les Israéliens d'être à l'origine de cette attaque-là, parce qu'il faut savoir que Mohsen Faridazeh était considéré comme étant le père du programme nucléaire iranien et celui qui travaillait en vue de permettre à l'Iran d'acquérir une bombe atomique. Et donc cet assassinat-là, pour Donald Trump, cela visait à tendre les relations entre les États-Unis et l'Iran et a ainsi empêché un retour probable des États-Unis dans l'accord du nucléaire iranien. Il ne faut pas l'oublier. Donald Trump, lorsqu'il est arrivé en 2016, en 2017, il a aussitôt décidé de la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, et Joe Biden n'avait jamais caché son intention de revenir dans cet accord-là. Et donc pour lui, le fait de commettre cet assassinat-là ou de le valider, va mettre dans l'embarras la position des États-Unis, au point où les Iraniens ne voudront pas discuter ou ne voudront plus discuter avec les États-Unis, parce que la petite confiance que Barack Obama avait dû mettre 8 années à installer sera évidemment totalement détruite. Ça, on le sait dans un premier temps. La deuxième chose, c'est qu'il essaie d'inciter un maximum de pays arabes à reconnaître non seulement l'État d'Israël, mais surtout à reconnaître que Jérusalem est la capitale indivisible de l'État hébreu. C'est en substance l'une des victoires diplomatiques que l'on peut également accorder à Jared Kushner, le gendre de Donald Trump et l'instigateur de ces différentes négociations avec les pays arabes. La semaine dernière, le Maroc a décidé de normaliser ses relations diplomatiques et commerciales avec les États-Unis. Donc, tout ça, évidemment, concourt pour Donald Trump à mettre les États-Unis que Joe Biden va diriger à partir du 20 janvier prochain dans une position où il ne pourra plus évidemment tenter de changer quoi que ce soit, c'est-à-dire que l'Israël sera tellement en position même plus dominante, ultra dominante vis-à-vis des Palestiniens, que évidemment il sera difficile pour les Américains de pouvoir discuter ou du moins essayer de faire croire aux Palestiniens qu'ils ont encore la possibilité, que leur rêve de voir deux États côte à côte, Israël et Palestine, avec Jérusalem comme capitale, puisse être une réalité. Ce ne sera évidemment très difficile pour Joe Biden d'expliquer ça aux Palestiniens. Et puis la troisième chose, c'est au niveau de la pandémie. On le sait aujourd'hui, malgré les tentatives de pouvoir détruire l'Obamacare, on sait que Donald Trump a tenté, ils sont allés même jusqu'à la Cour suprême pour essayer d'invalider, de mettre un terme à ce qu'ils considèrent comme étant la plus socialisante, la plus socialiste des lois votées par Barack Obama. Et bien, malgré cet échec-là, Donald Trump continue à travailler avec son gouvernement pour empêcher que l'Obamacare puisse prendre en charge, notamment par exemple les personnes qui voudraient se faire vacciner contre le coronavirus. Parce que évidemment, il faut savoir que Joe Biden a eu l'intention de rajouter 100 millions de doses supplémentaires à partir du mois de janvier prochain, donc dès sa prise de fonction, et il a l'intention au cours des 3 premiers mois à la tête du pays de vacciner pas moins de 30 millions d'Américains. Mais pour cela, il veut que, évidemment, les fonds fédéraux soient mis à contribution via l'Obamacare pour permettre notamment aux Américains qui n'ont soit pas de couverture d'assurance maladie, soit une assurance maladie qui ne soit pas suffisante pour pouvoir
couvrir le vaccin contre la Covid, il veut permettre à ces Américains-là de pouvoir également bénéficier du vaccin Pfizer-BioNTech qui sera mis en vente sur le marché américain à partir d'aujourd'hui. Donc ça, c'est grosso modo ce que Donald Trump essaie de faire. Et puis, il prépare aussi son après Donald Trump. Il a déjà fait savoir qu'il va créer une chaîne de télé. On sait déjà comment ça va s'appeler. Ça va s'appeler la Trump TV. Et on sait qu'au cours des 4 prochaines années, il va passer le clair de son temps à torpiller évidemment toutes les décisions que son successeur prendra depuis la Maison Blanche. Voici un peu de manière grossière la situation actuelle aux États-Unis. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Dark Fresh Morning.